Bonjour. Alors, voilà, j'aimerais vous présenter un document sur les propriétés versus les champs, versus les constantes, versus les méthodes. Donc, en fait, pour peut-être euh, éclaircir certaines confusions qui, peut-être à cette étape-ci du cours, se présentent dans vos esprits ou à votre esprit quand vous modéliser. Parce que là, on a mis plein de concepts, puis là, ben, ça se peut que ça devienne un peu mélangé. Donc, rappelons tout d'abord que le but premier d'une classe, ou d'un record, ou d'un struct, okay, donc tout ça, c'est un peu la même affaire, okay, c'est de regrouper ensemble des données et des fonctions. Donc, rappelons ensuite que le langage C# possède une certaine complexité avec des concepts parfois rapprochés, mais subtilement vive la COVID, mais subtilement différents, ce qui peut causer de la confusion. Donc, et ce qui n'aide pas vraiment, c'est que les notations, des fois, se ressemblent pas mal. Okay? Donc, le but, c'est un peu de départager un peu toutes ces choses-là. Donc, dans une classe, un record ou un tuple ou un struct, vous avez essentiellement quatre manières de déclarer des données. Vous pouvez utiliser des constantes, vous pouvez déclarer des champs, vous pouvez déclarer des propriétés. Ici, on parle de propriétés non calculables. Donc, dans le jargon C#, on appelle ça des propriétés automatiques. Mais bon, je pense qu'on peut parler de propriétés parce que, voilà, la plupart du temps, c'est ce genre de propriétés-là qu'on va déclarer. Et finalement, vous avez un autre type de propriétés qui sont des propriétés calculables. Donc, on a vu les propriétés calculables, on a vu les propriétés, on a vu les champs et on a vu les constantes. Donc, on a vu ça dans toutes sortes de documents séparés, etc. Okay? Maintenant, on va voir comment distinguer chacune de ces données-là dans les prochaines diapos. Donc, les constantes sont réservées pour les données qui ne varient jamais. Donc, pas même d'une instance à l'autre. Donc, il faut les distinguer des données immutables qui, elles, vont rester constantes pour une instance donnée, mais qui peuvent varier d'une instance à l'autre. Donc, par exemple, ici, on a une personne qui possède un nom et qui possède une taille ou une grandeur en mètres. Donc, il existe un seuil à partir duquel on considère que les personnes sont grandes. Okay, ce seuil-là, on le fixe à 1,80 m. Donc, ensuite de ça, on peut avoir une propriété calculable, booléen, qui va nous dire si une personne est grande ou pas. Donc, la personne est grande si sa grandeur est plus grande que le seuil de grandeur pour dire qu'une personne est grande. Donc, si sa grandeur est plus grande ou égale au seuil, on va dire qu'elle est grande. Donc, par exemple, ici, Chewie, avec 2,28 m, est considéré comme grand, alors que Yoda, avec 66 cm, est considéré comme étant non grand, petit. Donc, clairement, ce seuil-là, ici, ne varie pas d'une personne à l'autre. Donc, c'est toujours le même seuil qu'on prend pour évaluer les personnes. Donc, puisqu'une constante n'est pas associée à une instance particulière d'un objet, mais à tous les objets de la même classe ou du même record, elle ne s'affiche pas dans le DOM d'un objet spécifique. Donc, vous voyez ici, dans le DOM, on n'affiche pas la constante, parce que la constante n'est pas associée à une personne en particulier. La constante est associée à la classe elle-même. Donc, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que les constantes en C# n'occupent aucun espace dans la mémoire de l'ordinateur pendant l'exécution du programme. Elles sont donc extrêmement efficaces. Si la constante est d'intérêt pour un utilisateur externe à la classe, on peut la mettre publique, mais dans le doute, par précaution, on va laisser la constante privée. Donc ça, c'est le principe d'encapsulation. Donc ici, notre constante est privée. Donc, on pourrait la mettre publique, mais si on n'a pas de raison de la mettre publique, on la laisse privée. Donc, si on compare maintenant les constantes des données immutables, donc
des données membres immutables, que ce soit un champ ou une propriété. Donc, la variabilité, la constante n'a aucune variabilité, alors que la donnée membre va varier d'une instance à l'autre, même si c'est immutable. Donc, par exemple, moi, mon nom, bon, évidemment, je pourrais aller à l'état civil puis changer mon nom, mais on s'entend qu'en général, le nom d'une personne, c'est relativement stable. Okay? Donc, ça ne change pas dans le temps. Moi, mon nom, il reste le même. J'ai le même nom depuis que je suis né, puis je vais mourir avec le même nom. Okay? Ce qui est probablement le cas de la majorité d'entre vous. Et par contre, mon âge varie constamment. Évidemment, l'âge, ça serait mieux que ce soit une propriété calculable, là. Mais bon, ça, je ne veux pas nécessairement rentrer là-dedans ici. Mais par exemple, mon poids, c'est quelque chose qui varie. Ça ne varie pas tant que ça, mais c'est quelque chose qui varie. Donc, le poids d'un peu tout le monde, c'est quelque chose qui varie. Mais le nom, ça ne varie pas vraiment. Donc, l'espace en mémoire, la constante n'occupe aucun espace en mémoire, alors que les données membres vont occuper un emplacement réservé dans chacune des instances pour cette donnée-là ou cette personne-là, ou peu importe. Okay? Et l'efficacité des constantes, c'est évidemment une efficacité maximale. Donc, si une donnée est constante, donc toujours la même, choisissez toujours de préférence une constante à une donnée membre immutable pour des raisons de cohérence et d'efficacité. Donc, des fois, vous dites, ah oui, mais là, si c'est constant, je peux la mettre dans chacune des instances. Oui, mais si tu mets la constante dans chacune des instances, tu vas répéter ton information dans chacune des instances de façon parfaitement inutile. Donc, c'est une constante, on la met comme constante et non pas comme propriété ou champ. Donc, on va voir dans un module subséquent l'utilisation des champs statiques pour stocker des pseudo-constantes. Donc, j'aurais peut-être pu le faire dans ce module-là, mais j'avais déjà préparé un autre module pour ça, donc c'est ça. Lui, ce module-là, c'est un peu comme un après. J'ai pensé un peu. Je regardé un peu ce que vous faisiez, puis je me suis dit, il me semble qu'il y a une petite confusion ici possible. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce document-là. Donc, une propriété calculable est typiquement une donnée qui dépend des autres données de l'objet. On peut donc l'obtenir par calcul. Par exemple, pour déterminer si une personne est grande ou petite, on peut facilement le faire par calcul à partir de sa grandeur et de ce correspondant, comme on a vu tantôt, propriété calculable. Maintenant, la confusion ici, ou le choix qui s'offre à vous, c'est entre une propriété calculable et une méthode one-liner. Donc, comme ici, vous avez une propriété calculable, est grand, qui retourne un booléen, et vous avez une méthode one-liner, non paramétrée, qui n'a pas de paramètres, qui s'appelle isTall. Évidemment, isTall puis est grand, vous comprenez que c'est exactement la même chose, sauf qu'il y en a une qui est écrite en anglais, l'autre qui est écrite en français. Donc, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et le code, regardez le code, c'est exactement la même chose, c'est la même ligne de code. La ligne 17, la ligne 13, c'est la même chose. Okay? Par contre, la différence, c'est que quand vous allez afficher la personne, vous allez avoir son nom, sa grandeur et le fait qu'elle est grande ou pas, la propriété. Par contre, la méthode isTall n'est pas affichée ici. Okay? Donc, elle doit être calculée. On peut la calculer, cette méthode-là. Comme là, ici, chewy.estgrand, ça, c'est la propriété. Et chewy.isTall, avec les parenthèses, ça, c'est la méthode qui est invoquée. Okay? Donc, la propriété, la méthode. Donc, il faut savoir que les deux peuvent servir presque le même objectif, okay? Mais qu'en C#, en général, on préfère les propriétés calculables dans ce genre de situation. Pourquoi? Parce que la syntaxe est légèrement plus courte, donc vous avez des parenthèses en moins, et ensuite, elle va s'afficher dans le DOM de l'objet, car elle est considérée comme une donnée, ce qui est plus naturel. Okay? Donc, les deux, en réalité, sont des fonctions sous le capot. Puis pour cette raison-là, n'occupent aucun espace dans la mémoire de l'ordinateur, outre évidemment le code associé à ces fonctions-là. Donc, leur efficacité en temps et en mémoire est tout à fait comparable. À ce moment-là, on peut se poser la question, oui, quand est-ce qu'on devrait utiliser une fonction? Donc, on utilise une fonction lorsque le calcul peut devenir fastidieux. Donc, typiquement, la convention, c'est qu'une propriété calculable doit se calculer rapidement. Sinon, on doit utiliser une fonction pour bien marquer pour l'utilisateur que le calcul pourrait être coûteux en temps et ou en mémoire.
Donc, si on compare les propriétés calculables avec les méthodes one-liner non paramétrées, donc l'équivalent des propriétés calculables mais qui sont des fonctions, donc typiquement style getter, on va revenir sur ce truc-là, en tout cas là, sur la notion de getter au courant. Mais c'est ça, les propriétés calculables, c'est des genres de getter aussi. Puis les méthodes one-liner non paramétrées, c'est aussi des genres de getter. Donc, la déclaration, ben, la seule différence au niveau de la déclaration, comme vous avez pu le remarquer, c'est l'utilisation de parenthèses. Donc, les deux déclarations sont strictement identiques dans le cas des one-liners. La seule chose qui les distingue, c'est une paire de parenthèses. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, la lisibilité et l'usabilité, ou l'usabilité, c'est légèrement meilleur dans le cas des propriétés calculables. La rapidité, c'est du pareil au même. Ça va dépendre du calcul qui est à faire. La mémoire utilisée, il n'y a pas de mémoire utilisée dans chacune des instances, 0. Est-ce que c'est considéré comme étant une donnée? Oui, dans le cas des propriétés calculables, et non. Dans le cas des méthodes one-liner, on parle ici du C#. Dans les langages de programmation qui n'ont pas de propriétés, par exemple en Java, il existe certains types de méthodes one-liner, en fait les getters, qui vont être considérés comme des genres de propriétés. Okay? Mais le Java n'a pas officiellement de propriétés, mais officieusement possède des propriétés. Donc, les cas d'utilisation, pour ce qui est du C#, ben, les propriétés calculables, ça va être dans le cas où ça représente conceptuellement une donnée. Donc, à ce moment-là, vous voulez nommer ce truc-là à l'aide d'un substantif, c'est-à-dire un nom. Et c'est facile et rapide à calculer. Donc, le temps est constant. Dans le cas des méthodes, ça représente conceptuellement une fonction et vous voulez la nommer avec un verbe. Okay, pour dire que c'est une méthode, il faut que ça représente conceptuellement une fonction. Et normalement, vous voudriez nommer ce truc-là avec un verbe. Votre tendance naturelle, c'est comment je nommerais ça? Je nommerais ça avec un verbe. Okay? Calculer, c'est jamais un bon verbe en programmation. Okay? Jamais. En fait, il y a toujours des exceptions. Là. En un cas sur 1000, c'est un bon cas. C'est un bon nom. Mais calculer, l'informatique, c'est juste ça, calculer. Donc, calculer, c'est pas un bon nom. Donc, calculer R, non, c'est pas calculer R, c'est R. Donc, R, c'est un nom. Propriété. Okay. Donc, le calcul est lent ou difficile. Par exemple, linéaire ou pire. Donc, le truc de linéaire, constant, le problème, c'est que vous ne savez pas c'est quoi, parce qu'on voit ça en POC 3. OK, mais là, je vous le nomme quand même. Alors, c'est ça, les cas d'utilisation. Donc, les propriétés calculables, bon, évidemment, il n'y a pas de... Si vous êtes en Java, ben, vous ne pouvez pas utiliser les propriétés parce qu'il n'y en a pas. Tandis que, donc, évidemment, en Java, vous êtes obligé d'utiliser des méthodes pour simuler les propriétés. Donc, on se retrouve dans un autre cas de figure. Donc, pourquoi je parle du langage Java? Ben, parce que c'est le cousin du C#, puis parce que c'est ce langage-là que vous allez utiliser en méthode agile en session 3. Donc, une autre source de confusion pour les propriétés calculables se produit avec les champs. Donc, la seule différence syntaxique entre les deux, ci-dessous, est le symbole utilisé pour la déclaration. Donc, il s'agit, malheureusement, d'une erreur qui est trop facile à commettre pour un débutant en C#. Donc, vous avez ici une propriété calculable, est grand, et vous aviez un champ public, install. Encore une fois, install en anglais. Okay? Donc, install, la seule chose qui distingue ces deux choses-là, c'est qu'ici, on a égal avec une flèche, et ici, on a égal. Donc, ça, c'est une fonction, une propriété calculable. Une propriété calculable, c'est une fonction sous le capot. Ça, c'est un véritable champ qui est stocké dans chacune des instances, dans chacune des personnes. Donc, vous avez ici install, vous avez est grand, les deux apparaissent dans la liste, etc. Et les deux sont appelés de la même manière, chewy.grand, chewy.install. Ce qui les distingue, c'est le moment où le calcul va être effectué. Donc ici, le calcul est effectué à l'initialisation de l'objet. Et ici, le calcul est effectué à chaque fois qu'on accède à la propriété. Okay. Donc, pour ce qui est de la mémoire, la propriété n'a aucune mémoire allouée, alors que le champ alloue un emplacement mémoire. Et la mutabilité, bien, le calcul, évidemment, n'est pas mutable. Okay. Bien qu'on va voir
plus tard dans le cours qu'il existe des propriétés calculables qui peuvent jouer un rôle de mutateur. OK? Mais ça, c'est plus tard dans le cours. Donc, le champ, par contre, lui, est mutable par défaut. Ce qui est une très mauvaise chose, en fait, s'il est public. Sauf si on parle de classe de données. Donc, en programmation objet, on ne tolère généralement pas les champs publics mutables dans les Smart Objects. Okay? Donc, les Smart Objects, c'est ceux qui ont des fonctions dedans. Le problème du champ mutable public, c'est qu'il permet de rendre un objet incohérent. Donc, avec une propriété calculable, cette incohérence devient impossible. On aurait pu aussi utiliser des champs read-only, comme on le va voir plus tard dans un autre PowerPoint. Mais ce n'est pas un cas typique d'utilisation. Okay, donc ici, vous avez, par exemple, une nouvelle personne, Chewy, avec 2,28, et on modifie son install pour false. Alors là, on se retrouve devant un problème. Parce qu'on peut modifier le champ install, mais install, ça ne devrait pas être modifié. Okay? Ça ne devrait pas être modifiable. Donc, à partir du moment qu'une personne mesure 2,28 m, on s'entend qu'elle est grande. Donc, on ne devrait pas pouvoir dire qu'elle n'est pas grande. Alors, si on fait un dump, on va voir que install est rendu à false, alors que est grand reste à true parce que c'est une propriété calculable. Donc, propriété calculable versus champ public. La déclaration, la seule chose qui les distingue, c'est ici le plus grand, le égal plus grand, alors qu'ici on a juste un égal. Le calcul se produit à toutes les lectures, à toutes les fois qu'on accède à la propriété. Ici, ça se produit une seule fois au moment d'initialisation. La rapidité, c'est selon le calcul. Évidemment, la rapidité d'accès est hyper rapide dans le cas d'un champ. La mémoire utilisée, aucune. Ici, on utilise une mémoire dans chaque instance et ça va dépendre de la taille de la donnée. La possibilité de rendre un objet incohérent. Dans le cas d'une propriété calculable, il n'y a aucune possibilité de rendre un objet incohérent. Dans le cas d'un champ public, oui, c'est facile de rendre un objet incohérent et ça constitue une erreur grave. Les cas d'utilisation, dans le cas des données qui dépendent de d'autres données, bien entendu, et dans un cas où c'est facilement calculable. Ici, dans le cas de données primaires qui ne dépendent pas d'autres données, et dans le cas des objets stupides, ou dumb objects, par exemple les classes de données, comme on a déjà vu dans un document précédent. Quand ne pas utiliser ces choses-là, quand on veut ici faire un calcul long ou complexe pour les propriétés calculables, et ici, en fait, les champs publics, c'est jamais dans les Smart Objects. Donc, utilisez plutôt une propriété ou un champ read-only ou un champ privé selon le cas. Donc, on va parler ici d'une méthode spéciale qui s'appelle sizeof. Donc, chaque donnée, juste pour comprendre que la taille de votre instance ou de votre classe ou de votre record votre record, votre classe ou votre struct va occuper un certain espace dans la mémoire de l'ordinateur et c'est important de comprendre comment fonctionne un peu cet espace-là sans trop entrer dans les détails. Okay? Donc, cette taille-là se mesure en octets, donc l'équivalent du byte anglais, donc octet. D'ailleurs, l'octet, c'est le nom officiel dans la mesure dans le système d'unité, système international d'unité, SI. Donc, la fonction Marshall.sizeof permet de calculer cette taille-là à condition qu'il s'agisse d'un struct. Donc, le C#, étant donné qu'il gère lui-même sa mémoire puis tout ça, ça devient plus difficile de calculer un peu la taille que va occuper un objet. Okay, un objet de type class ou de type record. Par contre, on peut le faire facilement avec un objet de type struct. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va mesurer des tailles de struct plutôt que des tailles de class ou de record, mais ça serait la même chose si c'était des records ou des classes. Okay? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la taille totale d'un record, d'une classe ou d'un struct, c'est toujours égal ou plus grand que la somme de ses parties. Okay? Donc, ça va de soi. Donc, il existe aussi ce qu'on appelle des... Ah oui, c'est ça, parce qu'ici, j'utilise des record structs. Là. Donc, des record structs, c'est un type particulier de record qui se comporte comme un struct. Puis ça, c'est disponible à partir de la version C#10.NET 6. Donc, ce truc-là ne pourra pas fonctionner dans
.NET 5. Donc, on va les utiliser ici purement pour faciliter les calculs de taille. Donc, je ne veux pas nécessairement que vous utilisez ça pendant la session, tout ça. On le fait juste pour calculer la taille. Okay? Donc, on a ici, par exemple, on a un struct individu qui possède un nom. On a une struct personne qui possède un nom et une grandeur en mètres. Donc, vous avez ici, on peut faire un Marshall.sizeOf. Donc, si on fait un Marshall.sizeOf de individu, donc un individu contient une string, on voit que sa taille, c'est 8. Donc, la taille de l'individu ici, c'est 8 octets dans la mémoire de l'ordinateur. La taille d'un double, c'est aussi 8 octets. Bien évidemment, parce qu'un double, c'est un 64 bits. Donc, 64 divisé par 8, ça donne 8. Donc, c'est 8 octets. Et finalement, la taille de la personne ici, c'est une string plus un double. Alors, bien entendu, une string plus un double, ici on a une string, ici on a un double, ça c'est 8, ça c'est 8, donc une string plus un double, ça donne 16. Okay? Donc, la taille de la personne, c'est 16. En réalité, la taille de la personne est au moins 16. Donc, ça se peut que ça soit plus que la somme de ses parties. Ce n'est pas nécessairement égal à la somme des parties. Ça se peut que ce soit plus que la somme des parties. Donc, ici, par exemple, on ajoute un champ additionnel. Donc, on a... ouais, attends un petit peu comment j'ai fait ça, là. Individu, double, bool. Ouais, ici, j'ajoute un champ public. Donc, j'ai un individu, j'ai une personne, et j'ai un champ public, install, qui, justement, est la grandeur en mètres plus grand ou égal à 1,80 m. Donc là, on n'a pas ajouté de constante pour pas que le code prenne trop de place. En passant, pour utiliser la Marshall.sizeOf, il faut faire un using de system.runtime.interruptService. Interrupt services. Donc ici, on a toujours notre individu, on a toujours notre personne, et on a cette fois-là un nom avec un double et une string avec un double avec un bool. Donc la taille du bool, size of bool, vous voyez, c'est 4 octets. Et le string, 8 octets, le double, 8 octets, le bool, 4 octets. Maintenant, dans notre personne, on a une string, un double et un bool. Donc normalement, on devrait avoir 8 plus 8 plus 4, 20 octets. Mais, comme vous le voyez ici, la taille d'une personne, c'est 24 octets. Pourquoi c'est 24 octets? C'est 24 octets parce qu'on est sur une machine 64 bits et que sur les machines 64 bits, pour que les échanges mémoire fonctionnent plus rapidement, on s'arrange pour que la taille de nos records ou de nos structs ou de nos classes soit un multiple de 8 octets. Donc, c'est le compilateur qui fait ça automatiquement. Donc, il y aurait moyen, peut-être, je ne sais pas si en C# on peut le faire, mais dans certains langages de programmation comme le C, il y a moyen de dire qu'on veut des structures compactes. Puis là, il va réduire la taille au truc à 20, par exemple. Mais en C#, je ne suis pas sûr que c'est possible de faire ça. En fait, je n'ai pas cherché, mais je n'ai pas l'impression que c'est possible. En tout cas, c'est certainement pas possible de le faire avec une classe ni avec un record, mais avec un struct, peut-être. Je dis bien peut-être, mais du bout des lèvres. Okay, peut-être. Je ne suis pas sûr. Donc, si maintenant on rajoute une constante, comme on le voit ici dans notre structure, dans notre record struct, on ajoute une constante, comme on le voit, puis on a une propriété calculable ici, mais là, une constante, on a dit que ça n'occupait aucun emplacement mémoire dans notre classe, et une propriété calculable, on a dit que ça n'occupait aussi aucun emplacement mémoire. Donc, comme on le voit, la taille de la string plus la taille du double, ici, string double, on voit que notre personne, en fait, va seulement occuper 16 octets dans la mémoire d'ordinateur, soit la taille de son nom plus la taille de sa grandeur. Okay? Pour un total de 16, alors que ces deux données-là, la constante et la propriété calculable, n'occupent aucun espace dans la mémoire d'ordinateur. Ça, c'est très important. Maintenant, propriété versus champ public. Donc, en C#, dès qu'une donnée non constante et non calculable est publiquement accessible dans une classe, on préfère la déclarer. Donc là, en fait, c'était une parenthèse de la question des propriétés versus champ public pour vous montrer pourquoi une propriété est en général meilleure qu'un champ dès que c'est calculable. Okay? Donc, on préfère en général déclarer comme une propriété plutôt que comme un champ. Il existe de multiples raisons à cela.
Donc, l'accessibilité des propriétés est plus finement paramétrable. Donc, un champ est soit public ou privé, mais ne peut pas être les deux à la fois. Par contre, une propriété peut être publiquement lisible, mais privément modifiable. Par exemple, public get, private set, ce qui est immensément utile dans les smart objects. Une propriété protège mieux le fonctionnement interne de la classe. Par exemple, une propriété standard peut ultérieurement être transformée en propriété calculable ou vice-versa, sans que cela change l'API de la classe, ce qui augmente la mutabilité du code. La même chose n'est pas vrai pour les champs. Un champ qui est directement accessible depuis l'extérieur de la classe. Okay. Donc, vous avez deux raisons importantes pour utiliser des propriétés au lieu d'utiliser des champs publics. Donc, en somme, avec les propriétés, vous avez juste plus de contrôle sur l'accessibilité avec une meilleure protection. On serait fou de s'en passer. Donc, le seul inconvénient, les champs sont marginalement plus rapides que les propriétés. On parle de milliardième de seconde ici, donc pas de quoi ralentir un programme. Donc, ici, vous avez une personne mutable avec des champs. Vous avez ici une meilleure personne avec des propriétés getSet. Ça et ça, c'est strictement presque équivalent. Okay? Mais on considère que ça, c'est mieux que ça. Par contre, si vous voulez une personne immutable, ben, vous pouvez avoir les champs getInit si vous voulez, ce qui n'est pas possible dans le cas d'une personne mutable. Vous ne pouvez pas contrôler, les champs sont soit publics ou soit privés. Ici, on peut modifier l'accessibilité, ici, de façon plus pointue ou spécifique avec les propriétés. Alors, si jamais vous faites un benchmark pour comparer les champs et les propriétés, donc ici, on a, ils ont créé un nouveau, en fait, un record champ qui possède un champ et un record propriété qui possède une propriété. Les deux possèdent un entier qui est un compteur, qui part à 0. Après ça, on incrémente le compteur 1 milliard de fois et on calcule le temps que ça prend à incrémenter ce compteur-là 1 milliard de fois. Donc, comme on le voit, dans le cas d'un champ, ça va prendre à peu près 2 secondes, alors que dans le cas d'une propriété, ça va prendre environ 4 secondes. Okay. Donc, on peut dire que la propriété est à peu près 4 fois plus lente. En réalité, c'est pas tout à fait, pas 4 fois plus lente, 2 fois plus lente. En réalité, c'est pas tout à fait ça et probablement encore plus que ça, un peu plus lent. Okay. Donc, mais je veux dire, ici, quand même, on a incrémenté jusqu'à 1 milliard en 4 secondes, alors qu'ici, ça a été en 2 secondes. Qui est pas, tu sais, c'est pas dramatique, là, on s'entend. Donc, les propriétés versus les champs publics. Donc ici, on parle de propriétés standards, donc c'est-à-dire non calculables. Donc le contrôle d'accessibilité est meilleur, par exemple avec public get, private set. La maintenabilité du code est meilleure. Par contre, la vitesse de lecture-écriture est meilleure pour le champ public. L'espace en mémoire est alloué dans chaque record, dans les deux cas. Ici, vous avez, dans le cas des propriétés, un petit léger surplus pour ajouter le code des fonctions associées. On va revenir peut-être là-dessus dans d'autres documents. Alors qu'ici, c'est exactement la même taille que la propriété correspondante. Quand les utiliser, donc pour des données non calculables et non constantes, dans presque tous les cas, je vous dirais d'utiliser des propriétés quand vous avez des données non calculables et non constantes. Les champs publics, ben, c'est pour fin d'optimisation et pour les classes de données temporaires. Donc, vous l'utilisez, mais très temporairement dans votre programme, puis après ça, vous vous garochez, vous vous débarrassez de ça. Donc, en conclusion, quand on commence à prendre conscience de l'éventail des possibilités du C# pour déclarer des données et des fonctions dans une classe ou un record, une certaine confusion peut risquer de s'installer dans l'esprit du programmeur. Donc, la confusion provient autant de la proximité des concepts que de la proximité des notations qui sont utilisées. Par exemple, dans l'exemple ci-contre, quelques symboles seulement distinguent chaque déclaration. Donc, vous avez ici une propriété calculable avec un égal plus grand. Vous avez ici une méthode one-liner où on rajoute des parenthèses et vous avez un champ public ici, préinitialisé, avec un égal. Donc, la seule chose qui distingue ces trucs-là, c'est juste le petit symbole qui est ici. Le reste est strictement identique. Pourtant, c'est des choses entièrement différentes d'une certaine façon. Oui, il y a un rapprochement, mais c'est quand même, il y a une différence, point de vue conceptuel. Donc, les principales questions à se poser quand vous êtes en train de vous demander quoi faire, c'est est-ce que cette donnée-là est constante en tout temps? Si oui, ben, vous
déclarer une constante. Est-ce que cette donnée-là dépend d'autres données? Si oui, vous déclarez une propriété calculable, mais si le calcul est fastidieux, vous en faites plutôt une méthode. Est-ce que l'objet est smart ou dumb? Est-ce qu'il est brillant ou stupide? Est-ce que la donnée est mutable ou immutable? Est-ce que l'objet possède une durée de vie longue ou courte? L'efficacité, mémoire ou de calcul était cruciale? Donc, après avoir répondu à ces 4 questions-là, vous êtes en mesure de voir si, par exemple, c'est une donnée mutable, bien, vous allez utiliser, par exemple, une propriété get plus init ou alors get pure. Si la donnée est publiquement mutable dans un objet DOM, vous pouvez utiliser une propriété getSet. Si la donnée est privément mutable dans un smart object, vous pouvez utiliser une propriété getPrivateSet. Et si vous utilisez des données plutôt temporaires ou optimisées dans des DOM objects, vous pouvez utiliser un champ public dans ce cas-là. C'est à peu près la seule circonstance où ça devient, disons, c'est une bonne idée, disons, d'utiliser ça. Donc, les principales sources de confusion qu'on a explorées dans le document, c'est constante versus données immutables, propriété calculable versus méthode Wildliner non paramétrée, propriété calculable versus champ public préinitialisé et propriété versus champ public. Donc, on a fourni des recommandations sur l'utilisation ou la non-utilisation de chacune de ces alternatives. On a aussi présenté la méthode sizeof qui permet de calculer la taille mémoire d'un record ou d'une classe, en fait d'un struct. Donc, plus un record occupe d'espace mémoire, plus grande sera la consommation de mémoire advenant qu'une grande quantité de tels objets soit créée. Donc, est-ce qu'il faut capoter avec un objet en particulier? Non. La mémoire, il y en a beaucoup dans la machine. Mais si vous allouez un array de 1 million d'objets, bien là, la mémoire peut commencer, l'espace occupé par chacun de ces objets-là peut commencer à avoir des répercussions. La taille d'un record est toujours plus grande ou égale à la somme de ses parties. Les constantes et les propriétés calculables n'occupent aucun espace dans la mémoire d'ordinateur et certaines optimisations avancées sont possibles dans le cas de calcul fastidieux pour troquer le temps de calcul entre la mémoire. Mais, je dis ça, là, mais ça dépasse le cadre du présent document et en fait du présent cours aussi. Alors voilà, c'est la fin.